au Sénégal d'ici en tout cas l'automne. Donc Antoine, est-ce que tu peux nous dire qui est autour de la table aujourd'hui ou de cet écran? Et puis j'espère d'abord que vous vous portez bien tous après cette période assez exceptionnelle que nous venons tous de vivre dans tous nos pays et la nécessité de mettre les spécialistes du financement autour d'une table pour soutenir bien évidemment les différents États, le Maroc tout en particulièrement qui a particulièrement bien géré la crise aujourd'hui, mais il y aura un accompagnement sectoriel nécessaire et aussi des accompagnements dans les infrastructures. Je lisais ce matin d'ailleurs, alors sans en prendre pour autant exemple sur lui, mais je l'ai là sous les yeux, la conférence d'hier de Boris Johnson pour son plan de relance sur l'Angleterre, c'est construire, construire et encore construire. Donc ça a le mérite en effet de donner éventuellement certaines directions, et particulièrement d'ailleurs dans le domaine des écoles, comme quoi les infrastructures sociales sont un véritable sujet. Et puis après, comme vous le savez, parmi nous dans le club, chacun pourra bien sûr intervenir, mais je vais laisser quand même à Mohamed le soin, mon associé depuis toujours, sur ce club de nous faire un mot d'accueil du Maroc en nous demandant si Tanger va bien, si le déconfinement s'organise bien et quelles sont les perspectives économiques que tu vois ces jours-ci, avant de donner la parole et à Romain et à Marie-Laure. Bien, merci Marc. Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est toujours un plaisir de se retrouver, même à distance, autour de cette réunion virtuelle. Comme tu l'as dit Marc, on est en train de sortir petit à petit de cette crise de Covid. Bon, à Tanger, il fait beau, je dirais même il fait un peu chaud. Les cas, malheureusement, gérés du Covid sont toujours là. Bon, je pense qu'on doit apprendre à vivre avec, on doit le gérer. Ça doit devenir une constante pendant quelques semaines, quelques mois en tout cas, le temps que cette pandémie soit derrière nous définitivement. Ce sujet-là proposé par mon cher ami Marc, je pense que c'est un sujet d'actualité, d'autant plus qu'aujourd'hui, cette crise aussi a mis à nu un certain nombre de faiblesses, de fragilités, et c'est peut-être une occasion pour relancer, je dirais, le développement de l'infrastructure, en tout cas ici au Maroc. Le secteur de la santé, c'est un secteur qui a révélé ses insuffisances. Je dirais, donc c'est un secteur certainement où il y aura de l'investissement dans les années à venir. Il y a également l'éducation, comme l'a dit Johnson au Maroc aussi, on peut reproduire la même chose. Mais un autre élément aussi qui a été mis en évidence pendant cette crise, c'est la nécessité d'avoir un réseau de qualité au niveau informatique, avec la digitalisation qui s'est généralisée et de plus en plus les administrations et tout le monde commence à l'utiliser. Donc, un besoin d'infrastructures numériques de qualité. Je pense que c'est un secteur qui va attirer des investissements dans les années à venir. Bien, écoutez, je vous dis avec plaisir d'être avec vous autour de cette table et bienvenue à tout le monde d'ici Tanger. Et voilà, je te redonne la parole, mon cher Marc. Merci, mon cher Mohamed. Antoine, tu peux nous dire qui est autour de la table? Comme ça permettra à nos intervenants principaux de le savoir et à que chacun puisse aussi savoir qui est qui autour de cette rencontre en visioconférence. Donc, nous avons plusieurs intervenants. Romain Pi à 2M, Marie-Laure Mazot de Chestoa, Mustapha Mouraïb Clifford Chance, Mohamed Wanaya du Club PPP Maroc, Roland Montagne de l'IDAT qui est également président de la Commission internationale d'Infranum, donc sur les sujets numériques, Yasmine Genaï de l'agence Com Public, Mohamed Bastos qui est conseiller du président chez Jet Contractors, Julie Claude du cabinet Fidal, Mohamed Ben Osman de chez Stoa, Florence Pack qui travaille également avec le club PPP en Afrique, Mohamed Ben Ahmed du FEC, nous avons Nancy Rana Rivello et moi-même donc de l'agence Com Public, Meriem du Clifford Chance, il y a monsieur ou madame Benatia, je ne sais pas, et madame Saher de la DEPP. Monsieur ou madame Benatia, simplement pour savoir qui vous êtes, si vous nous entendez. Allô? Bon, je vais lui demander par écrit, Marc, je vous laisse la main. D'accord. Najat, merci d'avoir pu te connecter avec nous et ravi d'avoir la DEPP. Merci Marc. Merci.
Bonjour à va tout le monde. démarrer. Je vais commencer peut-être par Romain, s'il l'accepte, pour nous demander s'il considère que le PPP est un outil parmi d'autres au service de la personne publique et quel serait, au sortir de la crise que nous connaissons, l'intérêt d'y recourir et les conditions nécessaires de recours au PPP pour les gouvernements ou les collectivités locales, au moment où, mais Najat nous en dira un peu plus tout à l'heure, une nouvelle loi arrive au Maroc, aussi dans la décentralisation et l'opportunité que les collectivités locales puissent utiliser le PPP, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Merci Marc. Alors tout d'abord, je suis tout à fait merci de m'avoir invité. Et je pense que vous l'avez tout à fait dit. Je pense que les PPP ou les partenariats publics-privés ne sont pas la panacée, et c'est juste un outil parmi tant d'autres qui sont à disposition du pouvoir public pour délivrer des services ou des infrastructures. Et je pense que dans cette réflexion, c'est important de voir que les PPP ne sont pas seulement… Souvent, les gens disent que les PPP sont des outils de financement innovants. Le principe du PPP, c'est que ce n'est pas un outil de financement. À la fin, on délivre soit un service, soit une infrastructure d'une façon plus optimale que le secteur public. Et souvent, ça se traduit à travers un transfert des risques, d'accord, une habilité de gérer ce risque qui est plus à même par le secteur privé. Alors, les gens parlent de la crise et je pense qu'il y a deux choses que M. Mohamed a mentionnées et je pense que c'est très important. On est aujourd'hui dans une dynamique différente. Et il y a des sujets, le numérique par exemple, l'efficacité énergétique, qui ne sont pas forcément des sujets dont on aurait parlé il y a 20 ans. Et je pense que c'est important d'essayer de construire des infrastructures qui sont dans le temps plutôt que de construire des infrastructures telles qu'on le faisait il y a 30 ans. Ce que je veux dire, c'est maintenant quand on parle d'école, je regarde, mes enfants pendant la crise ont pu travailler depuis la maison, tranquillement, grâce à Internet. Et je pense que si on construit des écoles aujourd'hui, il les faut construire dans une optique qu'il y ait un outil numérique qui soit suffisant, que si on se retrouve dans une situation telle aujourd'hui, que les enfants puissent travailler de la maison, que les enfants en fait ont accès à l'outil numérique et que ça soit vraiment tous les jours. Donc, je pense qu'il faut construire des infrastructures qui sont dans le temps, c'est la première chose. Après, vous avez le Maroc est effectivement sur le continent africain, mais je pense qu'il y a des spécificités marocaines qui font que le Maroc a peut-être besoin de s'orienter vers d'autres pays pour s'inspirer. Et je pense que le Maroc a trois avantages très importants. Tout d'abord, c'est un pays qui est investment grade. Très peu de pays africains le sont encore aujourd'hui, puisque l'Afrique du Sud a perdu son rating investment grade. La deuxième chose, c'est que le Maroc a des marchés sophistiqués et liquides avec des financements à long terme. Et ça, c'est très important, en particulier quand on va parler d'évaluation qualité-prix. Et finalement, le dernier point, c'est que le Maroc a un pool de talents qui souvent fait défaut dans beaucoup de pays du continent. Et que ce qui est important, c'est d'avoir un effet de levier pour en fait créer encore plus de talents localement. Et ça, je pense que ça crée des dynamiques qui sont un petit peu différentes. Et je pense que des pays comme peut-être la Turquie ou le Chili ou le Canada sont des pays qui sont des bonnes sources d'inspiration. Mais je m'arrêterai là, Marc. Tu es sur… le micro, Marc, le micro. Marc, le micro. S'il y a des exemples concrets que vous avez pu voir, ou dans le domaine du social notamment, alors j'ai bien noté qu'en effet le PPP doit s'adapter, et comme les gouvernants d'ailleurs, à des sujets qu'on n'envisageait pas il y a 20 ans, comme l'efficacité énergétique, comme le numérique, un sujet sur lequel on reviendra tout à l'heure avec Roland Montagne, puisque très clairement, j'ai apprécié d'ailleurs ce que vous avez dit, et je me souviens encore d'une université inaugurée par Valérie Pécresse à Saint-Quentin en PPP, où le numérique était totalement absent du contrat, et alors qu'on revenait d'un voyage à Singapour avec le club PPP, alors que tout était investi dans le numérique, même dans l'université. Donc, c'est complément, bien évidemment, d'usage entre du bâti, parce qu'il faut que les gens se rassemblent, mais l'usage du numérique, parce que malheureusement, nous craignons tous que des pandémies demain puissent réavoir lieu, et donc il faudra que les États soient prêts à avoir cette éducation à délocaliser à un moment ou à un autre, me semble bien évidemment opportune. Mais actuellement, quelle maturité vous sentez de la part des États, justement par rapport à ces besoins? Ils ont mis massivement de l'argent pour soutenir l'économie tout de suite, donc un peu moins de réserve peut-être pour investir plus dans le moyen terme, et la façon dont l'outil lui-même du PPP, qui est un outil sur 20, 25 ou 30 ans, peut permettre peut-être de réaccélérer des investissements à un moment où on pourrait se dire on n'a plus d'argent pour rien faire. Alors, je pense qu'il faut aussi voir l'opportunité. Si je prends par exemple l'exemple de la santé qui a été mentionné souvent,
si on regarde aujourd'hui l'évolution du secteur hospitalier, on voit que de plus en plus d'opérations en fait, peuvent se faire dans la journée. Artérioscopie, par exemple. Et qu'en fait, il y a une diminution du besoin du nombre de lits, mais en fait, vous avez besoin de centres d'opération qui soient plus techniques. Donc, ce qu'on a vu, c'est un exemple de la structure fondamentale du secteur de la santé qui va changer. L'autre sens, et on a vu un autre sous-secteur où on a vu pas mal d'investissements PPP, c'est tout simplement des centres de diagnostic et qui sont très digitalisés. C'est-à-dire en fait, qui permettent soit faire des radios et de voir des patients beaucoup plus en amont, mais de faire des choses beaucoup plus poussées, parce que l'infrastructure aujourd'hui, le coût d'une radio, avec le numérique, c'est beaucoup moins que ce qu'elle était il y a 20 ans. Ça s'est vraiment démocratisé. Et en fait, de ramener ça plus proche des patients, c'est devenu efficace. Et d'avoir un système décentralisé où vous avez une médecine un petit peu plus d'entre guillemets de quartier a été plus efficace que les grands hôpitaux qui souvent sont révélés en particulier quand des périodes avec des épidémies qui sont révélées des choses plus difficiles à gérer. Donc aujourd'hui, bien profiter de la technologie. On voit des pays qui délivrent des médicaments, qui font du diagnostic complètement remotely. Donc ils sont à des milliers de kilomètres. Ils mettent en conférence call ou en vidéo call des docteurs qui sont au Canada ou en Belgique. Et ces gens-là vont analyser les patients sur le terrain, mais de façon sans être présents eux-mêmes. Donc je pense qu'il y a des innovations technologiques qui sont là. Mais après, c'est une question de comment vous structurez le secteur. Mais ça, c'est une décision pour la puissance publique. Pouvez-vous nous donner quelques exemples sur lesquels vous avez travaillé avec AI2M sur le continent africain et la façon dont on pourrait en tirer profit, d'abord sur le Maroc et puis sur d'autres pays? Quelles sont les grandes tendances? Alors, malheureusement, sur l'Asie du continent, l'infrastructure sociale est quelque chose de très difficilement bancable. D'accord? Donc, je pense que c'est justement pour des raisons où il n'y a pas de… L'infrastructure sociale a besoin d'un financement monnaie locale qui n'est très rarement disponible en dehors de l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, je pense que les besoins sont plus importants dans d'autres secteurs. En particulier, les gens n'ont pas suffisamment d'électricité, par exemple. Vous n'avez pas suffisamment de transport. Mais ce qu'on voit, donc, si on voit dans les secteurs en ce moment qui se développent beaucoup, c'est tout ce qui est infrastructure digitale, donc la numérisation. Mais pareil, on part d'un continent où on part de pas grand-chose. Les premiers data centers sont en train de se construire dans beaucoup de pays, au Nigeria, au Ghana. Donc aujourd'hui, l'infrastructure est tout doucement en train de se mettre en place. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains États, comme le Rwanda, qui a décidé de faire le saut numérique en termes de pièces d'identité et en fait de transférer tout le système en termes de gouvernement sur le net. Et ça veut dire qu'il n'y a aucun paiement qui se fait en cash. Tous les paiements se font électroniquement. Et quand vous avez besoin d'obtenir un permis de travail, d'avoir un permis pour les touristes pour aller voir les gorilles, tout se fait sur Internet et donc ça permet une gestion beaucoup plus efficace de l'État. Et ce qu'on a vu, c'est beaucoup d'infrastructures dans ce sens. Ils ont créé donc un centre d'innovation pour le PPP. Ils ont créé un nouveau campus avec une université américaine à Kigali pour justement transférer ça, qui a été financé par des capitaux privés. Donc, je pense que le Rwanda, c'est l'un des pays qui fait ça sur le continent. Mais je pense, comme je disais, je regardais plus des nations comme le Canada ou le Chili qui ont fait plus d'ouverture sur ces… et qui ont, je pense, un pool de talents qui est important comme le Maroc et qui permet justement d'avancer plus vite. J'ai souvenir d'avoir participé à une conférence il y a longtemps où en effet le Rwanda était assez exemplaire dans sa modernisation et même dans son approche, notamment par rapport à l'informel, puisqu'ils avaient décidé de baisser de manière drastique l'imposition des PME sous 100 000 $, et qui a fait que beaucoup d'informels a glissé immédiatement dans le formel en récupérant des moyens, bien évidemment, dans les banques pour participer au financement de l'économie. Ce sont des sujets sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure. Marie-Laure Mazot, merci de ta présence à cette rencontre. Il y a des besoins d'infrastructures, il y a des tensions sur les budgets des États. Comment vois-tu aujourd'hui, en tant qu'un fonds d'investissement dont la moitié du fonds STOA est à destination de l'Afrique, les tendances et les besoins qui se dessinent sur le continent africain et au Maroc particulièrement? Alors, bonjour à tous. Merci encore, Marc et Mohamed, de nous avoir invités à participer à cet échange et ravi aussi d'y retrouver des partenaires comme Romain avec lequel on travaille sur plusieurs sujets. D'abord, pour vous dire que ce qui est quand même révélateur de l'importance de ces infrastructures et de leur caractère essentiel, c'est que
et Romain pourra le confirmer, c'est que toutes nos participations pendant la crise Covid ont été déclarées comme infrastructures essentielles et stratégiques, et donc ne se sont pas arrêtées d'opérer. Il y a pu y avoir, pour des questions de gestion de la pandémie, des arrêts temporaires pour éviter que ces infrastructures qui génèrent des flux et où il y a, je dirais, des emplois locaux importants ne soient pas des clusters de Covid, et on s'est tout à fait attelé à cela en ayant des réunions avec le management, les managers et les directions générales de ces projets dans les différents pays, hebdomadaires, voire quasi quotidiennes en fonction des sujets. Donc, ce qui révèle quand même l'importance de ces infrastructures dans les pays dans lesquels ils sont implantés, et de leur contribution au développement. Comme Romain l'a souligné, les sujets numériques dans lesquels nous, on a investi déjà, on est présent en Afrique du Sud à travers un opérateur en open access de fibres à la fois FTTH et FTTB, hein, comme Inouï au Maroc, qui est de taille plus importante et plus ancien. Donc, on est présent donc, sur ce sujet-là, et on est en train de continuer à développer cette infrastructure. Et on a vu que ces besoins étaient extrêmement résilients, puisqu'aujourd'hui, dans les réalisations, depuis janvier, on est au-dessus du budget, largement. Donc, ce qui montre la nécessité et des besoins finalement qui se sont exprimés et qui se démocratisent de plus en plus sur un continent pour lequel l'Internet est quand même encore aux prémices. Hein. On est entre 4 et 7% je dirais, de fibrisation du pays, et il y a encore pas mal et c'est essentiellement dans les villes les plus développées, mais on voit l'intérêt de ce sujet qui est très très prégnant. Sur les data centers, il se trouve que nous, on était présents dans ce domaine-là à travers une société Ethics Everywhere, mais elle était tellement attractive qu'elle a été rachetée par un fonds américain après à moins d'un an de participation. Et on avait une présence de data center au Maroc avec des extensions. C'était un des premiers data centers dans lequel la société avait investi sur le continent africain. Et il y en avait un deuxième qui était en cours qui a été mis en service au Ghana. Il se trouve que ça a été revendu. C'est un secteur qui est en plein développement, mais qui a aussi un profil de risque, je dirais, significatif. Donc, il y a une masse critique certaine pour pouvoir développer ce type de service. Et puis, il faut une bonne connectivité globalement, à la fois backbone et à la fois, je dirais, câble sous-marin. Mais je pense que le Maroc est extrêmement bien positionné sur ce sujet-là, et c'est la raison pour laquelle je dirais, le premier data center qu'avait mis Ethics en Afrique était bien situé au Maroc, à la fois parce que vous avez des opérateurs qui sont très largement présents et actifs, des opérateurs, je dirais, mobiles, que vous avez un secteur bancaire aussi et financier et d'assurance qui est développé, que c'est aussi un hub de call center, et donc que ça constitue finalement une capacité d'avoir des flux réguliers, de pouvoir stocker des données au lieu de les exporter et de payer des communications internationales chères et de ne pas être propriétaire de ces données. Je dirais le numérique aussi, ça, côté tout ce qui est cartographie numérique, identité numérique, je pense que c'est un secteur où notamment on a une expertise française qui est très très forte et qui s'exporte bien, et sur lequel les PPP pourront se développer. Après, on parle de sujets de taille plus petite, donc c'est je dirais plus compliqué à le faire. L'électricité reste un domaine, mais on y reviendra parce qu'il y a un sujet qui nous intéresse plus particulièrement au Maroc sur un projet de loi sur le secteur des énergies renouvelables
et une réforme qui est attendue, notamment qui permettra au privé de produire de l'électricité de sources renouvelables et de la vendre à un privé, donc plutôt sur le marché, ce qu'on appelle industriel et commercial, et sur lequel il y a un certain nombre d'acteurs IPP qui sont positionnés et qui attendent cette ouverture pour pouvoir déployer une offre, non pas forcément vis-à-vis du réseau, mais vis-à-vis d'acteurs privés. Donc, je pense qu'on y reviendra sur ce sujet-là. Et puis, effectivement, il y a tout un pan qui est moins développé que dans les pays européens, mais desquels on pourrait tout à fait s'inspirer, ou de pays comme la Turquie, qui sont tout ce qui est lié à l'éducation, tout ce qui est résidence universitaire, tout ce qui est infrastructure, je dirais, sportive, et puis sujets liés à la santé qui vont se développer. Nous, on est, je dirais, très en attente pour ajuster notre feuille de route aussi des programmations ou des reprogrammations et planifications des pays africains et notamment du Maroc afin de pouvoir les accompagner au mieux dans ce domaine-là, sachant qu'il y a une nouvelle loi sur les PPP qui a été adoptée en mars dernier, et je pense qu'on en parlera avec Clifford, et qui élargit aussi le champ d'application aux collectivités territoriales et à toute la personne publique plus généralement, qui crée une commission nationale de partenariat public-privé dans le but d'arrêter justement un programme pluriannuel, et puis qui clarifie aussi les règles de recours à des offres spontanées ou négociées. Donc je pense qu'il y a un cadre, je dirais, favorable à la fois qui a été, qui a été enclenché, y compris juste avant le Covid, et dont on attend les décrets d'application, en tous les cas au Maroc. Et puis, il y a les plans de relance que les pays se proposent de faire ou vont se proposer de faire, qui vont également permettre de nous positionner et d'accompagner au mieux les partenariats publics-privés dans le cadre généralement de financement blended aussi. Oui, mais t'inquiète. Voilà. Il y a un micro qui a dû rester ouvert, mais c'est pas. Mais merci. Dites, Maïla, juste comme tu citais, et on reviendra tout à l'heure à Najat, mais tu as cité Mustapha, je lui donnerai la parole. Juste une question. Tu sais qu'en effet, l'usage, la loi va permettre aux collectivités locales d'être éligibles au PPP. Est-ce qu'un fonds d'investissement comme le vôtre peut s'intéresser demain à des PPP portés par des régions, ou est-ce que vous êtes plutôt tourné essentiellement vers des PPP d'État ou de grande dimension? Non, je pense qu'on est tout à fait. Enfin, il y a des ouvertures dans ce domaine aussi côté financement par les institutions multilatérales qui, je dirais, veulent accompagner cette ouverture des partenariats publics-privés au niveau des collectivités plus territoriales. Il se trouve que nous, on a un actionnaire qui est la Caisse des dépôts, qui travaille beaucoup avec la Caisse des dépôts du Maroc aussi, qui est très tourné dans l'accompagnement de ces sujets-là. Donc, on est plutôt ouvert également, sachant que sur quoi on sera attentif, en fait, c'est les capacités budgétaires des dites collectivités à pouvoir payer le service et à la disponibilité pour assurer les besoins. Donc, c'est comment elles sont dotées budgétairement et comment elles sont accompagnées par des agences multilatérales dans ce domaine-là aussi quand il y a des besoins qui s'expriment dans le cadre de réformes sectorielles. À propos des capacités budgétaires des collectivités locales ou de l'État, Mustapha Mouaraïb, je crois qu'il y a aujourd'hui des nouveaux outils innovants qui permettent éventuellement de se substituer aux garanties traditionnelles des États pour essayer d'alléger la dette ou dégager des marges financières. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui de nouveau dans cette boîte à outils financière qui permettrait de soutenir en fait les investissements des États sans alourdir le poids de la dette elle-même? Oui, merci Marc. En fait, le sujet est le suivant. On a vu donc à la faveur de l'épidémie qui a eu lieu, on a vu que l'État avait un rôle extrêmement important à jouer. Mais cet État il le jouait avant dans les infrastructures au Maroc, notamment
Le Maroc a joué un rôle exemplaire. Je pense qu'on a des infrastructures au Maroc qui sont citées en exemple en Afrique, que ce soit les portuaires, routières ou autres. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir comment l'État peut continuer, l'État ou les collectivités territoriales, mais surtout en particulier l'État, parce que l'État doit pouvoir, en particulier dans des situations de difficultés ou de crise sanitaire grave, pouvoir mobiliser ses ressources pour les déployer pour les plus défavorisés ou pour soutenir une politique et continuer à être stratège dans ce qui concerne les infrastructures. Or, si vous avez des finances qui sont mis à mal ou mis en difficulté parce que à chaque fois qu'on fait des infrastructures, de construire des infrastructures, soit c'est l'État qui le fait sur son budget propre, soit c'est des financements sur des financements de projets, IPP ou autres, et on réalise qu'à chaque fois, les entités qui financent demandent une garantie de l'État ou une intervention de l'État ou une forme de garantie de la part de l'État. Les mêmes entités qui soient des banques commerciales ou des banques multilatérales censées participer au développement de ces pays. Et donc, cette participation, cette façon de faire contribuer l'État à ce type de projet et d'alourdir le budget de l'État sur le bilan de l'État, je trouve d'abord, que la loi et le règlement, le cadre réglementaire et législatif des PPP, quelque part, même si ce n'est pas, je suis d'accord, parfaitement d'accord, et je le remercie d'ailleurs d'avoir rappelé ça, parce que souvent on l'oublie, je suis d'accord avec Romain pour dire que ce n'est pas un outil de financement, mais c'est aussi une façon pour l'État de réallouer non seulement du risque, mais aussi du financement sur d'autres, et en particulier sur ceux qui savent lever des financements, les entités privées. Donc déjà, il y a une grande avancée, je trouve, au Maroc, avec ce cadre réglementaire qui s'est ouvert effectivement récemment, vous le rappeliez, Marie-Laure, aux collectivités territoriales, on en reparlera. Mais au-delà, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà? Parce qu'à chaque fois, dans ce type de financement pour les PPP, je pense on a de la chance à nouveau au Maroc, des réglementations financières, notamment la loi sur la titrisation qui permet de créer par exemple des fonds de dette. Et là, on n'est pas nécessairement en train de l'appeler des établissements bancaires classiques, mais des institutionnels, des compagnies d'assurance, etc., qui pourraient souscrire à participer à des fonds qui pourraient servir à financer les infrastructures, ou ce fonds peuvent également, au travers de la loi sur la titrisation, donner des garanties et pourraient garantir une partie du risque. Alors, qu'est-ce que ça permettrait de faire? Ça permettrait à ce que cette dette ou ces garanties, la dette pourrait intervenir comme un financement un peu plus cher, mais qui prendrait un risque un peu plus important et qui pourrait permettre à l'État, justement, de réduire son exposition ou son intervention. Ça pourrait se faire soit par le biais de ce qu'on appellerait un financement mezzanine, une tranche mezzanine qui serait via ce type de fonds de dette et qui viendra en complément de la dette bancaire. On pourrait le faire également par le biais du même fonds qui, au lieu de donner des financements mezzanine, donnerait une garantie pour garantir une partie du risque. Et notamment, quel risque? Certainement pas sur la partie trafic, mais probablement sur la partie où il pourrait y avoir des établissements publics qui sont les acheteurs uniques, pour lesquels on demande à chaque fois une garantie. Je pense au secteur de l'énergie, où souvent, très souvent dans les IPP, et les banques demandent à ce qu'il y ait une garantie de l'État derrière le nez, alors qu'en réalité, le nez est de toute façon soutenu par l'État dans le cadre de tout un tas de financements et du plan du contrat pluriannuel. Donc, on pourrait avoir des formes d'intervention des marchés financiers via des instruments qui existent déjà au Maroc pour permettre de réduire cette exposition de l'État ou des collectivités territoriales qui pourraient intervenir dans le cadre des projets d'infrastructure. Il y a également la possibilité, et ça il faudrait probablement faire un changement, mais il y a ce qu'on appelle des nouveaux titres qui pourraient être émis. Vous savez que parfois, dans le cadre c'était des techniques qui ont été utilisées de IOU, qui ont été utilisées aux États-Unis, mais qui ont été récemment utilisées en Afrique, et notamment au Mozambique. En conférence. Pardon?
au Mozambique pour des financements dans le cadre dans le domaine de la santé et notamment de la construction d'hôpitaux. Qu'est-ce que c'est des IOU? Ce sont des titres qui sont émis par les entités publiques qui sont en quelque sorte une forme de reconnaissance de dette qui est donnée au constructeur du projet, à la société qui est en charge de construire une infrastructure à chaque date de construction, phase de construction. Et ce titre, quand il est donné à ce constructeur peut le prendre et le céder à des fonds de titrisation. Et donc, faire rebasculer, en fait, la somme, elle est due. Donc, c'est bien, l'État reconnaît qu'il doit une somme, mais il a inséré dans le titre lui-même une forme d'éléments financiers sur la maturité, sur l'étalement, sur le paiement sur 15 ans, avec tel taux d'intérêt, etc. Donc, dans le titre lui-même, il y aurait à la fois la reconnaissance de dette, la date à laquelle on rembourserait ce titre, et en fait, il suffit juste de transférer ce titre à un fonds de titrisation. Alors, ça n'a pas été fait encore, je pense même que ça n'a jamais été fait dans les pays d'Europe continentale. Ça a été fait une fois en Afrique, je disais au Mozambique. C'est très courant aux États-Unis. D'ailleurs, l'État de Californie recourt très souvent au IOU, notamment dans le secteur des infrastructures. Mais je pense qu'il y a une façon de réfléchir à des moyens d'assurer à l'État, je parle ici, on est au Maroc, mais ça pourrait s'appliquer pour tous les pays africains, de trouver des techniques de financement qui permettent à tout moment de réduire en permanence cette sollicitation de l'État, où l'État lui-même doit non seulement participer aux appels d'offres, réfléchir à la stratégie et contribuer un peu au financement parce qu'il y a des financements qui sont donnés, et en plus, donner sa propre garantie. Et je trouve que ça fait beaucoup de sollicitations de l'État, alors que l'État lui-même doit faire face à tout un tas d'autres obligations, et en particulier, on l'a vu pendant cette période-là. Je vais m'arrêter ici, mais je voulais juste évoquer que par des techniques qui sont financières, qui sont reconnues, qui ne sont pas très compliquées à réaliser, pour lesquelles le Royaume du Maroc a déjà des textes, tout ça pourrait venir en complément pour financer des structures, que ce soit des structures PPP ou IPP ou autres projets qu'on a pu le voir. Voilà. Non, mais merci de cette intervention, Moustapha, puisqu'on est au cœur du souhait de ce qu'on voulait faire aujourd'hui ensemble, c'est l'innovation financière. Je souhaiterais faire réagir d'abord peut-être Najat Saher, si elle veut bien intervenir en tant qu'adjointe au directeur de la DEPP sur l'évolution du cadre législatif actuel, puisqu'on est dans l'actualité d'accompagnement. Et en même temps, tu viens de le dire, il y a des cadres juridiques qui permettent de le faire, mais sur l'AOU, est-ce qu'il y aurait besoin d'une loi nouvelle ou est-ce qu'on peut considérer que ce sont des montages qui peuvent venir se greffer sur les PPP actuellement pour alléger le secours à la garantie de l'État? Non, je pense qu'il y aurait besoin d'une modification de la loi, mais c'est compliqué. Najat, est-ce que tu veux t'exprimer? Puis après, nous avons nos amis aussi du cabinet FIDAL, qui sont fondateurs du club à nos côtés, qui pourraient aussi s'exprimer sur les évolutions juridiques du côté d'Hugues, qui est souvent sur le Maroc, et de Julie, qui a beaucoup travaillé sur d'autres pays africains, puisque ces besoins aujourd'hui d'innovation, en effet, sur les financements, au moment où les États vont avoir des dettes qui vont s'alourdir, me semble extrêmement important. Najat, tu es parmi nous? Oui, je suis là. Je viens de vous rejoindre. Merci, Najat. Désolée, j'ai été interpellée et puis je suis revenue. Nadia aussi est avec moi. Bonjour Nadia, bonjour Najat. Bonjour. D'accord. Donc merci Marc pour l'organisation de… On se demandait où on était un tout petit peu le timing et de la sortie des décrets et comment vous voyez vous-même. D'ailleurs, j'ai vu un post que tu as communiqué il y a peu de temps sur LinkedIn où il y a un mois en pleine crise, où en effet il y a une attente qui pourrait arriver d'être forte sur les PPP, sachant que les besoins sociaux sont au Maroc toujours en attente d'investissement. Merci de ta présence, Najat, et de ton intervention. Oui, je t'en prie. De toute façon, comme on sait, avant de parler de l'état d'avancement des textes juridiques,
Je voudrais quand même, par rapport aux différentes interventions, dire, comme il a été dit, que la stratégie du Maroc dans le numérique ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, nous avons déjà eu une stratégie 2013. Et pour booster davantage le développement de l'économie numérique, nous avons une nouvelle vision pour le digital à l'horizon 2020. Et donc, qui vise à accélérer la transformation numérique au Maroc, à renforcer la place du Maroc comme hub numérique régional et à relever tous les freins écosystémiques en s'attaquant en particulier à la problématique de la gouvernance et des compétences numériques. Donc, et comme vous le savez, dans le contexte actuel de la pandémie, ce sujet, c'est-à-dire le numérique est au cœur du sujet et donc et parfaitement, donc le financement des stratégies numériques, elle est au cœur des stratégies du gouvernement, notamment du Maroc, notamment pour tout ce qui est secteur, surtout de l'éducation nationale, car nous avons vu que la transformation très vite qui a été faite par nos universités pour migrer vers le développement numérique de façon considérable et en un laps de temps record pour permettre aux étudiants de pouvoir poursuivre leurs études et de passer leurs examens. Et donc aujourd'hui, c'est au cœur du sujet, sachant qu'on n'est pas encore, c'est-à-dire cette pandémie n'est pas derrière nous, mais il pourrait y avoir d'autres, c'est-à-dire d'autres. Ce n'est plus un choix, je veux dire, c'est une obligation. Au niveau des administrations, il a d'ailleurs, nous aussi, on a fait un bilan juste par rapport à notre direction et par rapport au télétravail. Donc, ce que je peux dire, tout le monde s'est adapté. Il y a eu une adaptation très rapide et on a pu faire du très bon travail. Il n'y a pas eu d'arrêt et on a pu tenir nos conseils d'administration, nos réunions, et donc, voilà. Donc, il faut développer tout ça. C'est un mode qu'il faudra développer, que ce soit la pandémie ou pas. On considère que même, c'est-à-dire on peut aussi, on a eu des recommandations au niveau du comité de notre comité de direction pour dire qu'on peut parfaitement faire du télétravail, comme on a des horaires impossibles et tout, on peut parfaitement faire du télétravail en dehors des horaires de travail et concilier entre la famille, entre les enfants et le travail. Et c'est parfaitement conciliable grâce à ça. Maintenant, la problématique de financement. Moi, je dis que le mélange d'un bon dosage des instruments de financement, c'est l'essentiel. C'est-à-dire aujourd'hui, bien sûr, le PPP est un instrument de financement, mais on devrait avoir en tête tous les modes de financement pour pouvoir financer un peu nos projets. Nous avons beaucoup travaillé, donc je viens à notre sujet et à ta question, Marc, nous avons beaucoup travaillé sur les textes et je te remercie beaucoup pour aussi ta coopération. Et donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a bien sûr la loi qui a été déjà promulguée. Et nous sommes en phase de la finalisation de nos textes d'application. Nous sommes aussi tributaires des textes d'application des collectivités territoriales, car le secrétariat général du gouvernement, pour que la loi puisse être applicable, il faut que tous les textes soient prêts. Et donc, on travaille aussi, on travaille beaucoup avec l'équipe de M. Safir pour pouvoir faire aboutir tous les textes très prochainement. Je crois qu'Hugues souhaitait intervenir. Hugues, tu sais, c'est celui qui s'appelle iPhone, c'est bien ça parmi nous? Ou c'est Fidal Paris? Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de ta présence. Oui, bonjour Marc. Formidable. Maintenant, on te voit. C'est plus facile que c'est mieux. de savoir qui est derrière la caméra. Oui, j'étais undercover. Bonjour Marc, bonjour Marie-Laure, Romain et Najat et tous les autres. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. Écoutez, très modestement, je vais parler sous le contrôle de Najat, de la DEPP, mais moi j'ai suivi avec attention effectivement les modifications de la loi 86-12, donc la loi 46-18. Nous, on est très attentifs à ça parce qu'au sein du cabinet, on a piloté la directive PPP au niveau de l'UMOA et qui nous a pris beaucoup de temps, qui est un gros sujet. Et on est évidemment aussi très attentifs sur les évolutions des lois PPP qui malheureusement ne sont pas toujours comprises ou suffisamment, je dirais, exploitées, appliquées, comme on le souhaiterait, pour tout un tas de raisons, je ne vais pas revenir là-dessus.
Mais donc, je constate que la loi 46-18, dans son ouverture aux collectivités locales, dans son ouverture, dans son souci d'harmoniser un petit peu un corps commun de dispositions avec d'autres secteurs type santé, ENR, déchets, notamment pour ce qui concerne l'évaluation préalable, les procédures négociées, les offres les plus avantageusement économiques, etc. Tout ça, ça va dans le bon sens. Et puis surtout, apporter plus de souplesse, typiquement sur les offres spontanées, si ça apporte des améliorations majeures, sur la procédure négociée. Je crois que c'est vraiment ça dont on a besoin aujourd'hui. Notre retour d'expérience sur l'Afrique, c'est que bon, il y a des résistances sectorielles, très clairement, des résistances des ministres, des résistances citoyennes, mais surtout, souvent, la pratique des lois PPP est vue comme trop compliquée et notamment toute cette phase préalable qui est importante, hein, d'évaluation préalable et autres, parfois agit comme un repoussoir. Donc, tout ce qui peut apporter de la souplesse va dans le bon sens et ça me paraît être une très bonne chose. Maintenant, comme le disait, je crois, Romain, il ne suffit pas d'avoir une loi PPP pour faire des projets. Bien évidemment que non. Donc, l'aspect financement est très important. J'ai été très intéressé par ce que disait Mustapha et c'est effectivement des choses qu'il faut développer. Peut-être aussi qu'on peut aller chercher aussi du côté des assureurs parce que bon, les assureurs ne sont peut-être pas suffisamment engagés sur les sujets de financement. Au-delà d'augmenter leurs primes et de considérer qu'un certain nombre de risques ne seront plus assurables en Afrique, compte tenu de ce qui va se passer, c'est un risque qu'on doit avoir. Je crois qu'il doit y avoir aussi peut-être par le biais de fonds ou de polices un peu particulières, une capacité des assureurs de se substituer au risque de défaut de l'État dans le paiement des indemnisations, que ce soit pour force majeure, pour cause légitime et autres. Il faut savoir quand même que sur le continent, on a un vrai sujet, que je rencontre en tout cas, je vais changer avec les autres, sur la capacité des partis étatiques, que ce soit au niveau de l'État, au niveau sous-souverain, à financer et à indemniser, lorsque c'est le cas, lorsque les causes type cause légitime ou force majeure, lorsqu'elles donnent lieu à des indemnisations, sont mises en œuvre. Donc ça, c'est important. Troisième point, je ne vais pas être trop long. Je crois qu'il y a tout le sujet sub-souverain qui est très important. On a beaucoup parlé de ville durable aussi ces derniers temps. Maintenant, on parle plus de services essentiels. Et qui sont les porteurs de ces services essentiels, si ce n'est les collectivités locales et les villes. On sait bien qu'il ne suffit pas de délocaliser, de décentraliser. Il faut aussi qu'il y ait des moyens financiers qui soient associés à cela. Et donc, dans les réflexions qu'on a actuellement, dans l'ingénierie financière, dans ces réflexions-là, je crois qu'il faut aussi rendre que les projets inclusifs soient rendus aussi viables et bancables. Alors, il y a des solutions techniques, il y a des solutions tarifaires, il y a des solutions commerciales. Et ça va être le grand défi. Donc, voilà, faire en sorte que les PPP à paiement public, qui sont très difficiles à monter en Afrique, et notamment les PPP sociaux, hein, qui sont à peu près la même chose, acquièrent une dimension plus concessive, entre guillemets, ou plus marchande, en monétisant un certain nombre de services. Ça peut être le cas de l'utilisation des données d'un utilisateur dans des projets utilities ou autres, des tarifications spéciales. Voilà, je m'arrête là, mais ça, c'est une réflexion que j'avais à ce stade. Merci Hugues. J'ai vu que Nicolas Keppel souhaitait intervenir. Je reviendrai vers toi, Mustapha, tout à l'heure pour faire le lien entre ce que Hugues vient de dire et ce que tu as dit, notamment sur les reconnaissances de dette et les titrisations, parce que sans me tromper de ce que j'avais vu en France, même si en France, titrisation, c'est un gros mot politique qu'il ne faut surtout pas utiliser, mais c'est que les assurances pourraient venir justement faire cette titrisation parce qu'elles portent aujourd'hui des assurances vie de 25 à 30 ans qui sont en face avec ces investissements long terme et cohérentes en matière de placement financier pour venir sécuriser ou alléger les banques qui elles-mêmes se débarrasseraient à ce moment-là d'une première partie de leur garantie. Nicolas, tu es toujours parmi nous? Je suis là, vous m'entendez? Formidable. Oui. Ok. Merci beaucoup de l'organisation de ce webinaire et de cette invitation et de l'occasion pour moi de partager quelques réflexions. Je vais revenir rapidement sur la question des PPP sociaux, parce que évidemment ça s'inscrit aussi dans un agenda, dans un momentum qui les rende, j'ai envie de dire, prioritaires sur beaucoup d'autres infrastructures qui ont, notamment au Maroc, qui ont déjà été déployées en matière marchande.
Et simplement pour rappeler qu'il y a des questions d'échelle aussi pour le montage de projets structurés et complexes, et qu'à l'échelle sub-souveraine, à l'échelle municipale, à l'échelle territoriale, parfois être un peu compliqué de construire, de trouver la bonne échelle pour la structuration de projets PPP, en PPP. Et par voie de conséquence, l'une des réflexions qui avait été menée, c'était la question des grappes de projets, d'avoir des projets qui présentent une relative possibilité de standardisation, même si elles présentent ensuite, il y a des optimisations dans la déclinaison régionale, pardon. Et ça, c'est quelque chose qui pose la question de qui est le porteur politique du projet. Si on prend l'exemple, si on dit qu'aujourd'hui, ce qu'on considère, c'est qu'il y a des gros enjeux en matière sociale, en matière de santé, en matière d'éducation, on peut tout à fait imaginer que aux côtés d'un ministère, se mettre en place une sorte d'agence sur le modèle qui avait été construit pour Mazen, pour la réalisation du plan solaire initialement, puis plus généralement après pour les énergies renouvelables au Maroc, qui accompagne en fait les ministères techniques concernés pour la mise en place de stratégies et pour l'exécution en réalité d'un programme qui passerait par les PPP. Parce que, encore une fois, je réagis et rebondis sur des choses qui ont déjà été dites. Le PPP n'est pas dans le cas de figure exclusivement perçu comme étant un mécanisme de financement, mais comme l'occasion aussi d'améliorer l'acte d'achat de la commande publique, d'exécution de la commande publique, d'abaisser en fait le coût unitaire de l'infrastructure, parce qu'on arrive à mutualiser la maîtrise d'œuvre, parce qu'on arrive à faire un travail du coup plus intensif en matière de conception, et par voie de conséquence, d'avoir des ouvrages qui sont plus résilients, dans lesquels on peut faire jouer la mutualisation et investir davantage sur des choses qui rendent les infrastructures plus durables, et qui est un autre élément qui fait partie, je crois, de la perspective qui doit pouvoir se dessiner. Un autre élément sur la question des financements alternatifs par-delà les PPP, pour tout ce qui concerne les infrastructures marchandes, il y a quand même au Maroc la question de l'allocation de la garantie souveraine dans un univers de ressources raréfiées, d'endettement qui devient important, sans avoir forcément le soutien d'une BCE ou d'une Fed derrière. Pour les infrastructures marchandes, on peut quand même imaginer que tout ce qui existe en project finance puisse quand même constituer l'option de préférence plutôt que d'avoir des EEP qui systématiquement vont se financer auprès soit des marchés, soit des institutions financières ou des DFI avec la garantie publique derrière. Et dans les instruments qui peuvent être mis en place, il y avait ce qui avait été évoqué, je pense tout à fait intéressant, mais il y a aussi par exemple les project bonds. Sont des choses qui marchent. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas forcément des choses qui peuvent impliquer de la garantie souveraine, mais la garantie souveraine, elle peut être aussi tranchée, coupée, découpée, réduite, pas forcément intégrale. Et encore une fois, elle permet de réfléchir à une sorte d'allocation des risques optimale et par voie de conséquence, une mobilisation probablement réduite de la couverture par la garantie souveraine. Donc voilà, deux univers peut-être à mon avis à explorer. Pour les PPP sociaux, d'avoir des approches en grappe dans le cadre d'un ordonnancement où la personne publique est accompagnée par un tiers de confiance entre le public et privé qui permettent, ce faisant, de réduire le risque d'aléas, le risque d'interface, les inquiétudes qui peuvent exister, etc., pour le privé comme pour le public. Et et donc derrière avoir des effets de mutualisation qu'on a évoqués. Et puis d'autres types de financement pour les infrastructures marchandes, là qui pour le coup doivent pouvoir, dans un contexte comme celui qu'on vit, se détacher du confort de la garantie souveraine. Merci. Merci Nicolas, tu connais mon attachement en effet au sujet des PPP sociaux et à ce que tu viens de dire, la possibilité en question d'échelle de mutualiser, de pouvoir faire des économies, de faire plus au même moment, qui permet en effet de faire des économies, parce que si on fait 15 fois une école, 15 fois un hôpital, même dans toutes les régions, eh bien, on peut avoir des économies d'architectes, des économies d'achat, des économies d'échelle, mais surtout il y a une possibilité de donner de la visibilité politique, parce que ce qu'on oublie à l'arrivée
mais ça a été souvent rappelé, c'est qu'on est dans la commande publique en PPP, et derrière, il faut une volonté forte, bien évidemment, d'un leader, d'un ministre, d'un Premier ministre, d'un chef de l'État, qui décide de massifier ces investissements. On l'a vu dans des collectivités locales, on l'a vu en France à une période sous Nicolas Sarkozy. On sent que ça va revenir ces jours-ci, post-Covid, sur la performance énergétique de manière très claire. On a plusieurs régions qui sont en train de s'installer là-dessus, mais je vois que Roland Montagne souhaitait aussi s'exprimer. Je lui passe le relais. Il y a tous les besoins d'investissement en infrastructure numérique. Mustapha redemande la parole après. Ça bouge. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas mis la caméra, de lever la main de manière informatique pour qu'on puisse vous donner la parole si vous le souhaitez. Bien évidemment, quand je vois les gens lever la main, c'est plus simple, bien sûr. Roland, puis Mustapha, et je crois que Abdelatif Nasserdine nous a rejoint, et je serais heureux de l'entendre sur son fonds d'investissement marocain. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup à Marc et Mohamed de nous inviter à ce club PPP Maroc et Afrique, dont je parle ici. Je suis la voix de l'association Infranum, que vous connaissez peut-être, qui est l'association qui porte les réseaux d'initiatives publiques en France, plus de 200 entreprises qui font partie de l'écosystème qui a investi dans les réseaux fibre optique jusqu'à l'abonné sur le territoire français. J'ai entendu beaucoup de choses. Mais qui se développent aussi beaucoup en Afrique sur ce type de réseau d'initiatives publiques. Absolument, je vais y venir, qui se développe énormément en Afrique et d'autres parties du monde sur ce même modèle de réseau ouvert. Ça a été dit assez bien, notamment par Romain et Marie-Laure. Aujourd'hui, les infrastructures numériques, et la première desquelles, la fibre optique jusqu'à l'abonné, est devenue une infrastructure essentielle. Et la crise du Covid l'a clairement démontré. D'une part, pour faire du télétravail quand on est résidentiel, étudiant ou scolaire, si on n'a pas une connexion très haut débit qui est solide et qui envoie une certaine qualité de service, on ne pourra pas bénéficier du travail à distance ou de l'éducation à distance. Donc, du côté des entreprises aussi, si l'entreprise aujourd'hui n'est pas connectée en fibre optique, comment peut-elle s'adresser à ces télétravailleurs? Comment peut-elle être visible à l'international? Donc, ce Covid a mis en exergue la fracture numérique qui existe malheureusement aujourd'hui dans beaucoup de pays, y compris la France, mais aussi dans d'autres pays quand on parle de l'Afrique ou d'autres zones du monde. Quand on parle de fracture numérique, on parle de fracture numérique s'adressant à l'infrastructure essentielle qui est la fibre optique aujourd'hui. Et sur ce financement, sur comment déployer la fibre optique aujourd'hui, on voit que dans le domaine des télécoms, les choses bougent. C'est-à-dire que le modèle d'opérateur télécom intégré a vécu aujourd'hui. On a plusieurs exemples d'opérateurs télécoms qui filialisent, qui extériorisent leur réseau fixe, fibre optique, leur réseau de tours pour les stations de base. Ça a été le cas en Italie, c'est le cas en France, c'est le cas en Russie, c'est le cas aux US. Donc aujourd'hui, ce modèle d'opérateur intégré, même du côté des telcos qui pouvaient apparaître assez conservateurs, aujourd'hui a vécu. Et on vient vraiment sur ces modèles de type Open Access Network, c'est-à-dire réseau ouvert, où là, en France, c'est le mécanisme de délégation de services publics, mais le mécanisme de PPP peut évidemment être porteur et s'appliquer sur ce modèle. Et sur ce modèle, il permet d'avoir des fonds d'investissement qui vont rentrer dans le jeu, qui vont permettre d'avoir un investissement à long terme sur de telles structures. Et c'est un modèle, le réseau ouvert, qui a été déployé dans beaucoup de pays. Ça a commencé au niveau des télécoms, mais ça a commencé en Suède. Mais aujourd'hui, Marie-Laure en a parlé, l'Afrique du Sud, par exemple, est un pays où on trouve plusieurs Open Access Network, plusieurs réseaux ouverts qui sont aujourd'hui appliqués pour déployer la fibre optique. Donc vraiment, voilà, le Covid a démontré, s'il le fallait, que les réseaux très haut débit et la fibre optique est une infrastructure essentielle. Et le modèle réseau ouvert, aujourd'hui, permet d'avoir un partage d'investissement
qui est tout à fait idoine pour le déploiement de telles infrastructures essentielles au même exemple que l'ont été l'électricité, l'eau, les aéroports et toute autre infrastructure essentielle. Bon, très clairement, Roland, aujourd'hui, le numérique est rentré dans la mentalité des infrastructures essentielles, comme tu viens de le dire, au même titre que l'eau et l'électricité. Mais l'accélération de ce qui vient de se passer pour le Covid, ce qu'a dit Romain tout à l'heure pour ce qui est de la télémédecine, mais ce qui est vrai aussi pour l'enseignement, mais ce qui est vrai aussi pour ce que l'on fait aujourd'hui. Parce que même pour le business demain, les relations sud-sud et les relations nord-sud, grâce à l'investissement numérique et au débit, nous permettent de faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant. Et d'ailleurs, je garde intimement au fond du cœur que l'Europe et la France particulièrement, grâce à l'Internet et aux visioconférences, peuvent retrouver plus facilement le chemin de l'Afrique et des investissements, tout simplement parce qu'il n'y aura pas besoin de payer 3 billets d'avion pour faire une réunion comme celle-là qui coûte quand même très très cher en matière de développement, et que des premières rencontres de haut niveau grâce à du haut débit permettent de sécuriser un voyage qui permettrait d'aller plus loin. Moustapha, tu voulais réagir. Je sais qu'Abdelatif nous a rejoint, de même que Tariq Boussac qui a rejoint la Corporate Finance CIH Bank. Je me réjouis puisqu'on l'avait connu à la BMCE. S'il souhaite intervenir, il est le bienvenu parmi nous. Moustapha, peut-être pour réagir sur les project bonds qui viennent s'additionner. Oui, pour dire sur le lien avec, que tu faisais tout à l'heure avec les compagnies d'assurance. La structure de fonds de titrisation qui lève les fonds pour ensuite reprêter, c'est du project bond. Et donc, l'idée, effectivement, c'était au travers de ce véhicule-là, les véhicules de titrisation, c'est quoi? C'est passer au-delà de l'intermédiation bancaire, passer directement sur les marchés financiers, s'adresser à une population beaucoup plus large que les banques locales, que ce soit les compagnies d'assurance, etc. Et d'ailleurs, ce type de financement peut venir en complément du financement bancaire classique ou en remplacement, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une période de construction qui est financée intégralement par les banques classiques, parce qu'en période de construction, on a besoin de faire de nombreux tirages, alors qu'on ne va pas faire des émissions obligataires à chaque fois que l'emprunteur a besoin de sommes d'argent. Et ensuite, à la fin de la période de construction, on pourrait très bien refinancer le tout au travers d'un fonds de dette de titrisation qui est un fonds qui serait exactement un project bond. Ensuite, l'idée, c'est que au travers de ça, c'est d'attirer justement derrière, dans ces investisseurs-là, des investisseurs qui sont des investisseurs assurance long terme et qui peuvent prendre ou porter un risque sur des projets de cette nature beaucoup plus long. Je voulais, d'ailleurs, je rappelle que dans AIM, il y a aussi une grande compagnie d'assurance derrière AIM, par exemple, en qualité d'investisseur en equity. Je voulais également rappeler, comme façon de réduire, on n'en a pas eu le temps d'en parler, c'est la réforme de la loi 1309 sur les énergies renouvelables. Juste pour dire qu'il y a un projet de loi qui a prévu diverses dispositions, mais en particulier une relative au paiement d'une contribution à la stabilité du réseau. C'est un tarif qui serait déterminé par une agence et qui viendrait ici, à nouveau, aider l'État, puisqu'il ne s'agit plus juste de produire l'électricité et de l'injecter dans le réseau, mais de contribuer aussi au renforcement de ce réseau pour l'élargir et pour le renforcer avec l'augmentation de la production, sans que ce soit systématiquement l'État qui renforce ce réseau. Donc, c'est une autre façon aussi de financer une infrastructure en réduisant l'intervention de l'État. Romain souhaitait intervenir et puis après on donnera la parole à Abdelatif. Mais ce que tu es en train de dire sur la titrisation par les assurances, on l'a connu au moment du financement lourd des PPP sur les universités. En fait, les fonds d'investissement ont accompagné jusqu'à la construction. De temps en temps, 2 à 3 ans après, et puis en sont sortis avec un avantage, c'est en effet d'aller titriser et trouver une assurance qui va se substituer, mais en même temps de redonner à ce fonds la liquidité pour revenir sur de nouveaux investissements, puisqu'on récupère à ce moment-là son argent. Donc, il y a un côté extrêmement utile aussi pour l'État de trouver ces mécanismes
pour ne pas bloquer de l'argent bancaire en fonds d'investissement pendant des années, et au bout de 5 ans, lui redonner une nouvelle vie dans d'autres projets. Romain ? Oui. Il faut juste faire attention. Je pense qu'il y a beaucoup tout le monde parle un petit peu de choses différentes. Alors, il y a l'infrastructure, quelqu'un a qualifié l'infrastructure marchande, où en fait, c'est l'usager qui paye. Et il y a notre infrastructure où ça va être l'État ou l'autorité locale qui paye. Il faut bien distinguer les deux. Parce que dans les infrastructures sociales, ce n'est pas évident de faire payer l'usager. Par exemple, de faire payer les écoliers, de faire payer les gens qui sont hospitalisés, ce n'est pas facile. Donc, c'est peut-être pour réfléchir un petit peu à ce genre de choses. La deuxième chose, les gens, quand ils parlent du décrochage par rapport aux souverains, je veux dire, c'est intéressant. Je ne suis pas sûr comment les gens vont le réaliser parce qu'à la fin, de quoi on parle ? Il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on est dans un risque où c'est la puissance publique qui décide de ne pas payer. Donc, comment je fais pour régler ce risque-là ? Et la deuxième chose, c'est il y a eu un défaut, il y a eu un cas de force majeure. Comment je fais en fait, pour que les banquiers et les equity se fassent repayer ? Mais après, quand on rentre dans certains secteurs, la fibre, à ma connaissance, et l'Afrique du Sud et Marie-Laure pourra confirmer, c'est l'usager qui paye. Mais ça, c'est pas une infrastructure. Enfin, je comprends qu'il y a un caractère social à l'infrastructure, mais c'est pas une infrastructure entre guillemets sociale. Oui. Puisqu'en fait, c'est purement secteur privé. Et en fait, quand on regarde, on voit deux choses. En termes macro, on voit aussi de plus en plus un phénomène d'urbanisation qui crée en fait des problématiques. Alors, des problématiques en termes de transport et des problématiques, par exemple, traitement des déchets. Ou dans ces infrastructures, il y a peut-être un système hybride où il y a peut-être des sources de financement qui sont payées par l'usager et des financements par l'État. Mais je pense qu'il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, le budget de l'État est en train de souffrir. Mais il faut bien comprendre que le budget des ménages est en train de souffrir aussi. Donc, de dire tout simplement, on va me prendre aux États, mais en fait, c'est les usagers qui vont payer, c'est une galipette simple et pas forcément facile à réaliser. Merci. Roland reviendra certainement tout à l'heure dessus parce que oui, ça peut être payé par le privé, mais quand il y a des zones blanches, on sait très bien que ce n'est pas difficile de faire payer l'infrastructure numérique dans les capitales. Par contre, à la campagne, si on veut faire de l'aménagement du territoire, l'idée du réseau d'initiative publique, c'est de mutualiser tout cela et d'arriver en effet avec la concurrence à trouver finalement du financement dans les zones denses pour porter le non-financement des zones blanches. Est-ce que Abdelatif, est-ce que tu es parmi nous ? Bastos, notre ami Mohamed Bastos, ton micro est ouvert. Oui, Marc, oui, je suis là, Marc. Bonjour à tout le monde. Merci de ta présence. Ah, tu as toujours ton micro, Abdelatif ? Oui, je t'écoute. Je t'en prie, si tu veux aussi intervenir, je serais heureux que tu interviennes. Et puis, il y a Marie-Laure et Najat qui souhaitent intervenir après toi. Ok, merci Marc pour cette invitation. Il nous reste encore 20 minutes, donc on va essayer de faire des interventions courtes pour que tout le monde. Merci de ta présence, Abdelatif. C'est un plaisir, même si une intervention de dernière minute, mais j'aimerais bien quand même dire un mot sur InfraInvest. Pour les gens qui ne connaissent pas InfraInvest, c'est une société de gestion de fonds infra. On a créé un premier fonds d'une centaine de millions de dollars qu'on a totalement investi, principalement dans les énergies renouvelables, dans les ports et dans les industries lourdes. Comme vous le savez, bien sûr, le timing et le cycle de développement du projet au Maroc et en Afrique en général est très lent. Donc, ce qui fait que nos investissements ont pris un peu de temps, mais heureusement, on est arrivé à déployer la totalité de notre fonds. Maintenant, pour dire un petit mot sur les partenaires publics-privés, je crois que je n'ai pas besoin de rappeler l'expérience du Maroc en la matière. Je crois que le Maroc a réussi plusieurs types de montages de PPP, mais principalement, valeur aujourd'hui, ils sont liés à des PPP plutôt, je dirais, marchands, où l'usager paye quelque part, que ce soit dans l'électricité, que ce soit dans la gestion déléguée. Quelque part, il y a une péréquation où l'usager contribue au paiement du service. Je crois que ce qui est important à signaler, c'est que l'évolution qu'on a vue récemment, c'est que ce soit sur le projet Nord, mais surtout sur le projet de Stuka, projet qui est
innovant. Ça aurait été bien que nos amis de CDG parlent de ce cas intéressant où l'État traite une problématique de dessalement d'eau pour le potable et en même temps pour l'irrigation. Et on a vu qu'il y a un financement hybride où l'État apporte une subvention upfront. Et il y a aussi, bien sûr, les usagers, que ce soit au niveau de l'eau potable, que ce soit au niveau de l'irrigation qui est associé. Par exemple, au niveau de l'irrigation, il y a une campagne qui a été faite pour avoir une souscription des agriculteurs qui vont payer, qui vont réserver une capacité d'irrigation et en même temps payer des redevances pour l'utilisation de l'eau. Et c'est là où on voit une mutualisation des structures. Et l'État intervient aussi pour financer upfront, pour rendre le projet plus viable. Et je crois que c'est ce genre de financement intelligent et de structures innovantes qui vont permettre au Maroc de continuer à utiliser les PPP. Maintenant, pour les PPP non marchands, les PPP purs, où c'est l'État qui prend en charge le paiement. Je crois que c'est personnellement, je n'ai jamais, jusqu'à très récemment, j'ai toujours pas été très convaincu que des gouvernements, je dirais, y compris le Maroc, puissent prendre des risques importants sur des programmes de PPP non marchands massifs parce que ça revient quand même à de l'endettement lourd. Et il faut faire attention parce que la problématique, ce n'est pas de construire, la problématique, ce n'est pas d'organiser juridiquement ou techniquement les PPP. Le plus important, c'est la soutenabilité budgétaire de ces projets-là. Et là, toute la grande question se pose. Ceci dit, je crois que le Maroc, quand même, en cette phase de contraintes budgétaires majeures avec le Covid, et surtout, je crois aussi que un des objectifs majeurs, des objectifs purement politiques du Maroc, c'est réduire les inégalités sociales et territoriales. Le Maroc a fait beaucoup d'efforts sur plusieurs domaines, en particulier les infrastructures, mais on constate quand même qu'il y a beaucoup d'inégalités au niveau régional, au niveau social et régional et territorial. Et je crois que l'importance du PPP, c'est de pouvoir justement rattraper rapidement ces inégalités par la massification des investissements et l'accélération des investissements. Et surtout aussi, le PPP va permettre aux régions qui n'ont pas les capacités techniques, qui n'ont pas les capacités juridiques de structurer et de négocier des projets et même pas de les gérer, encore moins. Le fait de ramener un partenaire privé qui puisse s'occuper d'un investissement et de le gérer sur le long terme de manière efficace, je crois aussi que c'est un atout majeur pour les régions du Maroc. Maintenant, le défi pour réussir ce genre de montage, et je crois qu'il faut recourir au blended finance, donc un financement mixte où on utilise le financement concessionnel, peut-être les subventions upfront de l'État, et surtout aussi, heureusement, au Maroc, on peut lever des financements locaux pour qu'on puisse avoir, bien sûr, sous réserve d'avoir des contrats de construction très compétitifs, des financements locaux compétitifs, y compris, pourquoi pas, les project bonds après la construction qui permet de réduire le coût, ce qui permettra d'avoir des redevances pour l'État qui seront acceptables. Voilà, merci. Merci Abdelatif. On a noté éventuellement ton scepticisme concernant les PPP sociaux parce que c'est de la dette et on le sait tous. Moi, comme je le dis souvent, parce que je l'ai vu en France et je vais laisser à Najat le soin de s'exprimer, d'abord, j'ai l'intime conviction que ça se fera, au Maroc aussi, mais il suffit, pour ne pas se tromper sur la dette, de regarder pendant 20 ans en arrière sur le ministère de la Santé, sur le ministère de l'Éducation nationale, les investissements qu'on a fait chaque année pour s'autoriser dans les 5 ans qui viennent à décider de faire la même chose en investissement en étalant la dette, mais par contre en faisant un apport vis-à-vis des populations en investissement qui est énorme et tout à fait essentiel. Najat, est-ce que tu veux réagir sur ces interventions et ensuite juste Marie-Laure? Merci Marc. Donc, moi, je voulais juste intervenir sur les différents points qui ont été abordés. Donc, comme tu l'as dit, les outils de financement doivent être adaptés en fonction des secteurs concernés, que ce soit des secteurs marchands ou non marchands, mais aussi en fonction des projets et leur degré de bancabilité. Donc, le plus important, c'est de trouver le bon dosage et surtout que nous ayons tous les instruments à portée de main. Donc, aujourd'hui, le Maroc a développé pas mal d'instruments, donc que ce soit tout ce qui est obligataire, la titrisation,
Aujourd'hui, on réfléchit aussi sur un instrument qui est très important et on travaille dessus avec les différents établissements et entreprises publiques, c'est le leaseback. Donc, tout ce qui est monétisation des infrastructures. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut avoir pour un seul projet une combinaison d'instruments. L'essentiel, c'est de trouver le bon dosage et c'est surtout donc lié à l'ingénierie et le savoir-faire des équipes dans le cadre du montage des projets. Donc, moi, le plus important, aujourd'hui, le Maroc a développé les instruments. On a des cadres juridiques, on a un secteur bancaire qui est très développé, on a des outils de financement qui sont développés et il y a un travail qui est en train d'être fait. Bien sûr, il y a le PPP, mais il y a aussi tout ce qui est, et on y travaille, tout ce qui est redimensionnement du secteur public, tout ce qui est développement des synergies entre les différents établissements publics, tout ce qui est… et donc, tout est lié, bien sûr, à l'endettement. Et aujourd'hui, il y a certains établissements et entreprises publiques c'est-à-dire où il y a une sonnette d'alarme et on est en train de développer tous ces instruments, avec eux, dans le cadre de nos dialogues stratégiques. Merci Najat, ça ne m'étonne pas de votre modernité et vision sur l'avenir, parce qu'on sent bien qu'il faut réfléchir, comme tu viens de me dire, à la combinaison de ce qui est disponible, de ne rien s'interdire, pas pour autant pour prendre des risques, mais entre le leaseback, entre les titrisation, avec ce qui peut arriver demain, puisque tout ça, c'est quand même de l'argent public. Et à un moment, il faut trouver la méthode et la façon dont on peut alléger la dette tout en continuant d'investir. Et l'objectif de cette réunion aujourd'hui, c'est aussi de voir ce qui peut arriver en matière d'innovation, de faire du benchmarking sur ce qui peut se passer ailleurs. Merci Moustapha d'avoir pris cet exemple du Mozambique. Si tu as une modélisation, on la fera bien évidemment passer à tout le monde. Marie-Laure, tu souhaitais t'exprimer. Je crois que quelqu'un a levé la main. Si Antoine peut me le dire, parce que ça a disparu de mon écran. J'ai vu une demande arriver tout à l'heure. Marie-Laure ? Oui, non, mais je vais être assez rapide. Je pense que c'est beaucoup de bon sens. Et effectivement, je pense que le Maroc a tous les ingrédients en la matière pour, je dirais, pleinement assumer et développer son plan de relance. Moi, je voulais faire part d'un sujet qui est d'un pays qui a effectivement post-crise FARC, qui est la Colombie, qui a véritablement développé un plan de relance de ses infrastructures et justement dans une optique d'accompagnement et de développement équilibré de zones qui étaient totalement délaissées et très très isolées, et pour se créer finalement un réseau à la fois logistique et de fractures sociales et diminuer les fractures sociales. Et elle l'a fait à travers aussi un instrument qui était une banque de développement public nationale qui apporte du financement public aux côtés de financements commerciaux, de project bonds, voilà, mais qui a finalement accompagné un véritable plan de réhabilitation en fait, de l'ensemble de ces infrastructures pour connecter les différentes régions. Je voulais savoir sur ce sujet-là, parce que ce n'est pas un des instruments qui avait été évoqué, mais on en a entendu parler, s'il y avait aussi, je dirais, dans l'escarcelle du Maroc, cette volonté aussi pour accompagner le développement de ces infrastructures. Voilà, cette idée de création de banques publiques, comme on en a créé aussi en France, ou de secteurs de pôles publics forts, pour justement accompagner à la fois des projets qui sont marchands, mais des projets aussi qui sont moins marchands, et se doter des moyens pour les financer ou pour les catalyser. Najat, si tu veux répondre à cette question, de mémoire, Moustapha, tu as écrit ces jours-ci un article. Nicolas, ça rejoint aussi un tout petit peu le besoin peut-être, non pas d'une banque spécifique, mais d'une organisation pour porter cela. Najat, vous vous posez aussi cette question aujourd'hui ? Pardon Marc, peux-tu répéter la question ? C'est Marie-Laure qui va te poser la question sur le besoin d'une nouvelle banque d'investissement pour compléter finalement les outils on y pense. financiers. Oui, on y pense. Oui.
D'accord. Bon, parce que c'est vrai qu'on a là parlé de pas mal d'innovations qui peuvent exister pour soutenir soit la dette, soit alléger la dette des États, soit se substituer par les projets de banque par la reconnaissance de dette. Mais il y a peut-être aussi des outils nouveaux d'accompagnement. Écoute, Marc, de toute façon, aujourd'hui, le Maroc a développé beaucoup de fonds. Dans le fonds, Oui. aujourd'hui, on a le fonds Hassan II qui participe pas mal dans les projets innovants. On a Itmar Mawarid, donc qui était centré sur le secteur touristique, et aujourd'hui, on a changé son statut pour qu'il puisse agir dans tous les secteurs. Donc voilà, mais on pense à une banque d'investissement aussi. D'accord. On a parmi nous Tariq Boussag, on a des 3 fonds d'investissement qui se sont exprimés. Est-ce que Tariq est bien là? Est-ce qu'il peut enlever son micro? Mais comme lorsqu'on n'a pas l'image, on ne sait pas si la personne est derrière en présentiel. Tariq, peut-être qu'il s'est absenté de son bureau un instant. Moi, j'aurais été heureux d'avoir le point de vue d'un banquier pour compléter les interventions des uns et des autres. Mais non, pas sûr qu'il soit parmi nous. C'est une des difficultés quand on ne met pas l'image, d'avoir la certitude que la personne est encore derrière son bureau au moment où on lui parle. Je reviendrai, Antoine, si tu peux lui envoyer un petit mot pour savoir s'il peut prendre la parole. Sinon, on n'est quand même plus très loin de la fin de cette rencontre puisqu'il est 16h24. Mohamed Bastos, on ne t'a pas entendu. Est-ce que tu souhaitais… Attends, il faut enlever ton micro. Tu as ton micro qui est enlevé, Mohamed. Non, ton micro n'est pas installé, Mohamed. Ah oui? Voilà, oui. Là c'est bon. Alors bonjour à tous. J'ai bien entendu toutes les interventions de qualité et des orateurs qui se sont succédés pour nous donner un peu plus d'éclairage et de fixer un peu la stratégie. Moi, j'aimerais un peu plus focaliser mon intervention sur la mise en œuvre de tout cet arsenal de textes et tout ça qui se met en place. Il le fallait. Mais d'un autre côté, c'est que moi, je pense qu'il y a un grand handicap aujourd'hui pour le développement des PPP, c'est une volonté politique. Parce que je pense aujourd'hui les responsables au niveau des ministères, au niveau des directions, etc., les gens ont encore une certaine peur pour l'utilisation des PPP. Donc, c'est plus à Najat de répondre. Bonjour Najat. C'était d'essayer de donner un peu plus d'épaisseur à ces textes et de les vulgariser au niveau des collectivités particulièrement et de faire peut-être un roadshow pour expliquer, pour dire qu'il y a des moyens très importants qui peuvent se mettre en place et puis surtout aussi travailler en confiance avec les opérateurs et les investisseurs. Merci Mohamed, si Najat veut réagir. Mais et je vois que Mohamed Ben Ahmed souhaite aussi s'exprimer. Mais bien évidemment, c'est toute la pédagogie du PPP qu'il faut faire auprès des décideurs publics et politiques. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de volonté là-haut et de compréhension de cette boîte à outils, on a beau avoir les équipes les plus brillantes à la DEPP ou chez nous, chez Finafra, la décision, elle arrivera au sommet de l'État à un moment ou à un autre. Najat, si tu veux réagir, et Mohamed Ben Ahmed aussi sur ce sujet-là. Ben, c'est Mohamed, bonjour. Bonjour, merci ça va? pour ta question directe. Mais écoute, nous, on a benchmarké un peu les pays depuis la promulgation de la loi 2016, c'est-à-dire on est dans le même rythme. On avait une loi, bien sûr, qui était ce qu'elle était. Aujourd'hui, je pense, après le travail qu'on a fait auprès de nos partenaires, que ce soit des partenaires privés ou publics, je pense qu'on va rectifier un peu le tir avec cette loi et ces décrets d'application, d'autant plus qu'on fait les projets, peut-être mais en dehors de la loi PPP. Aujourd'hui, certains secteurs sont concernés par cette loi, du moins en amont. On a laissé quand même les lois spécifiques en vigueur pour tout ce qui est aspect, c'est-à-dire sectoriel, pour laisser cet avantage. Et je pense qu'avec même toute la gouvernance qu'on a prévue au niveau des textes, avec une commission nationale qui doit sortir un programme PPP
concerté et donc qu'il soit annuel ou triennal. Donc, je pense qu'on va bien avancer. Aujourd'hui, on a un champ beaucoup plus vaste. On a une gouvernance beaucoup plus, c'est-à-dire au plus haut niveau de la décision politique. Et en plus, et si tu as remarqué, si tu as lu les textes et le projet de la loi qui a été promulguée telle qu'elle a été amendée, aujourd'hui, on ne laisse plus le choix, que ce soit à l'établissement ou à la collectivité ou au ministère, de réfléchir, c'est-à-dire la loi, l'ancienne loi, qu'est-ce qu'on disait? On disait que si un ministère ou une personne publique devait faire un projet, c'est elle qui propose de le sonder en PPP et de faire l'exercice de faisabilité en PPP. Avec le nouvel amendement, donc les projets seront déterminés par la Commission nationale des PPP. Et donc, ça ne sera pas à la libre initiative de la personne publique concernée. Peut-être que cette personne publique concernée elle-même, elle faisait pas ses projets en PPP, ce test de l'évaluation préalable parce qu'elle n'a pas les moyens ou parce qu'elle n'a pas c'est-à-dire la technicité ou elle a l'habitude du marché classique. Mais je pense qu'avec les amendements qu'on a introduits, je pense que ça va donner une certaine dynamique. On aura inchallah les projets. Merci. Merci. Najat Mohamed Ben Ahmed, tu souhaitais intervenir. Oui, merci Marc. Moi, je voulais déjà reprendre ce que j'ai déjà posté par écrit dans le chat, la question de la gouvernance de l'investissement en infrastructure qui doit être d'autant plus cruciale maintenant en période de crise et de stress budgétaire que dans les temps normaux, qu'on est dans les temps normaux. Et donc, il faut absolument que ces infrastructures aient véritablement des impacts économiques et sociaux qui sont tangibles, hein, et qu'elles puissent générer générer de l'emploi, générer des activités régionales et donner un coup d'accélérateur aux économies régionales, que ce soit dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage public ou en PPP. Mais en particulier quand il s'agit du PPP, parce que justement, on attend du PPP que ces infrastructures soient réalisées dans un délai plus rapide, avec des performances plus intéressantes, avec une optimisation de la qualité aussi. Et la question du financement ici est un véritable sujet de préoccupation, parce qu'on ne peut pas dire que le PPP, ce n'est pas le financement, c'est en grande partie le financement, il faut le reconnaître, à moins que l'État décide d'apporter des garanties et de dérisquer le financement en apportant carrément de l'argent frais. Bon, le Maroc, comme vous le savez, il a une gestion financière qui est quand même orthodoxe, avec des équilibres macroéconomiques qui font du pays maintenant un pays qui est quand même pas très endetté. Nous sommes à peine à un peu plus de 60% de la dette par rapport au PIB, contrairement à des pays avancés comme la France qui dépasse les 120%, je crois, du PIB. Donc nous avons quand même une capacité d'endettement qui est intéressante. Donc on peut profiter de cette marge de manœuvre qui nous permet de nous endetter, d'autant plus que maintenant le contexte est très favorable parce que les taux d'intérêt sont très bas. J'imagine que maintenant on va aller vers des taux d'intérêt qui sont quasiment nuls, voire négatifs. Bon, négatifs, ça ne veut dire pas qu'ils sont négatifs, mais en tout cas avec des différés d'amortissement qui sont très très intéressants. Et je pense que le Maroc, pour financer justement ces infrastructures, pourrait dérisquer ses investissements en faisant appel à des sorties à l'international qui permettent d'avoir des taux d'intérêt très très bas avec des charges financières quasiment nulles. En plus, le Maroc jouit quand même d'une certaine crédibilité, d'une stabilité politique, une crédibilité à l'international qui va lui permettre d'attirer confortablement des investisseurs étrangers directs pour faire des investissements justement productifs, économiquement efficients. Najat, tu souhaites réagir sur l'intervention de notre ami Mohamed? Laissez la parole à Nadia pour ne pas monopoliser la parole. Bonjour Nadia, c'est un plaisir de te voir aussi.
Donc, juste une petite réaction par rapport à ce que vient d'exposer Benhamid. Donc, ce n'est pas la capacité de s'endetter qui est le problème. Moi j'aurais une capacité de rembourser. Et donc, si d'autres pays peuvent s'endetter plus de 60% par rapport à leur PIB, parce que peut-être qu'ils ont une capacité de rembourser cette dette plus renforcée que la nôtre. Maintenant, comme on le sait tous, pour contracter des dettes, surtout auprès d'un certain nombre d'institutions internationales, il y a des conditions, il y a des ratios, et donc, même si on le souhaite, on ne peut pas s'endetter à 90%, à 100%. Je parle par rapport au secteur des EP que je connais bien. Et donc, comme vous savez, il y a des conditions, il y a des seuils. Maintenant, si on a une économie florissante et on est sûr qu'on va générer de recettes, il n'y a pas l'endettement en lui-même n'est pas une fatalité. Donc, si on peut, c'est toujours plus intéressant de travailler avec l'argent des autres. Donc, moi, je voulais juste dire que, comme a précisé tout à l'heure Mme Saad, c'est cette combinaison, ce mix financement entre instruments, bien sûr, sous garantie des textes juridiques qui le permettent. Il faut trouver le bon dosage, ça, d'une part. D'un autre côté, je crois que l'intervention de l'État doit être bien réfléchie. On ne peut pas contribuer au financement, donner des garanties. Bon, maintenant, comme vous le savez, le Maroc a mis en place un fonds de garantie pour les établissements d'entreprises publiques touchés par le Covid. Donc, c'est un bon montage qu'on peut le réfléchir même en dehors de la crise Covid. Et donc, la volonté de l'État, elle est là. Maintenant, je reviens à l'intervention de Sibin Hamid pour dire que aussi, par rapport, il a parlé de la tarification par rapport à un certain nombre de services publics, elle n'est pas libre. Et donc, la tarification chez nous, elle est plus ou moins administrée. Et donc, à la limite, même si on peut ramener un privé pour produire un service ou pour offrir un service public, il ne peut pas librement décider de l'augmentation des tarifs. Ce sont des augmentations tarifaires qui sont cadrées et dans pas mal de secteurs, on n'arrive pas à les faire sur le plan réel parce qu'on prend en considération le pouvoir d'achat des populations, etc. Et donc, souvent, c'est l'État qui intervient pour combler le gap en termes de subventions d'équilibre. Et donc, dans tout ce schéma, je crois que la réalité d'un pays comme le Maroc est à prendre en considération par rapport à des montages qui peut-être ils ont réussi ailleurs par rapport au niveau de croissance de ces pays. Merci. Merci à tous. On voit qu'on pourrait continuer encore pendant 1h30 parce que dès qu'on se lance entre experts sur ces sujets-là, on a de quoi raconter. Ce qui est certain, j'espère qu'en septembre, avant, je crois que ce n'est pas raisonnable de l'imaginer, nous pourrons, septembre ou octobre, refaire des réunions physiques du club des PPP. Il a été quand même rappelé par plusieurs que la pédagogie auprès des ministres sera essentielle. Les outils juridiques seront là, mais l'objectif aujourd'hui de cette rencontre, c'est d'au-delà des outils juridiques, de s'apercevoir que les couvertures financières, l'innovation financière sont essentielles pour accompagner bien évidemment et rassurer la personne publique sur la capacité d'investir, soit dans les PPP sociaux, soit dans les PPP marchands, soit comme un certain nombre d'entre vous l'avez dit, dans des hybridations entre des outils lorsqu'il y a des recettes possibles annexes pour des PPP sociaux avec de la valorisation immobilière. En tout cas, un très très grand merci et à Romain, à Pi et à Marie-Laure d'avoir accepté d'introduire ces échanges aujourd'hui. Je pense que ce format d'ailleurs, Antoine, nous devrions le refaire régulièrement sur le continent africain parce que les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, au-delà du sujet de l'évolution de la loi PPP au Maroc, sont des sujets de financement qui concernent l'ensemble des projets sur le continent. Et on a des experts français, marocains, internationaux autour de la table. On a noté aussi particulièrement que le numérique s'est invité de manière transversale dès le début des propos des uns et des autres, et de Romain et de Marie-Laure, parce que les attentes sociétales sont fortes aujourd'hui sur cette couverture. Et en effet, le mécanique de réseau d'initiatives publiques, le French Model qui a été développé ici, mériterait de regarder comment on peut en effet se développer sur le Maroc, peut-être au travers des régions, ma chère Najat. Et la prochaine rencontre que je souhaite organiser sera certainement tournée vers les présidents de région
ou leurs représentants avec la CGEM et avec la DGCL et bien sûr la DEPP, de façon à commencer à accompagner cette évolution de la loi, faire cette pédagogie auprès des décideurs régionaux. Mon cher Mohamed, je vais te laisser le mot de la fin de Tanger, même s'il y fait très chaud, pour clôturer cette session. Écoutez, merci Marc, merci à tout le monde pour cette précieuse participation. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est un moyen pour rester en contact, même si les frontières sont fermées, dans l'attente à ce que la situation se normalise et se retrouver autour d'une table physiquement. Et d'ici là, je vous souhaite à vous tous de bien vous porter et profiter de cet été qui démarre, dans l'attente à ce que les choses redeviennent plus normales et de se retrouver ensemble autour d'une table. Merci. Très bonne fin de semaine à tous et merci encore. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.